Bonjour, je vous remercie tous d'être là, surtout après une soirée tardive comme hier. Alors, je me présente, je suis Hind Qbaili, secrétaire générale de l'OSIM, professeure à l'ISCAE en système d'information. Et donc, je vais être la modératrice de cet atelier qui est intitulé Big Data et Data Analytics. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos intervenants, des intervenants passionnés qui sont venus de loin. Ils ne sont pas tous au Maroc, et même ceux qui sont au Maroc sont venus très tard hier soir. Et donc, comment ça va se présenter? C'est que chacun d'eux va présenter des études de cas, des technologies en big data, en à peu près 10 à 15 minutes. Et ensuite, donc, on va laisser la place aux questions et à des interactions. C'est le but justement des ateliers. Et justement, on veut créer cette interaction qui va être différente des plénières. Parce que je sais à travers l'application hier que beaucoup de personnes voulaient poser des questions, etc. Et il n'y avait pas justement le temps. Donc on va essayer d'avoir un atelier très interactif dans le sens où une fois qu'ils vont présenter, donc le floor va poser donc toutes les questions aux 5 intervenants. Donc sans plus tarder, je vais présenter donc Farid Saidi qui est Regional System Engineering de l'EMC. À côté de lui, c'est Amin Moueddine de Oracle. Donc, c'est Analytics Industry Director de Oracle. Merci d'être là. Et Jamel Tate, qui est responsable de la transformation digitale et de l'innovation à la Banque centrale populaire donc au Maroc. Et Mohsin Lakhdissi, qui est professeur, enseignant-chercheur, mais en même temps fondateur de plusieurs entreprises. Je vais les citer tous, Mohsin, donc Neoxia, DDM et Agri Data. Et bien sûr, Oussama Berki, lui aussi qui nous vient de loin, de l'Émirat. Et donc, lui, c'est le Director of Engineering de la célèbre entreprise Karim. Donc, sans plus tarder, je vais laisser le floor à donc, Farid, qui va nous parler des usages que fait Dell avec le Big Data. Comment est-ce qu'elle accompagne ses clients à faire de la transformation numérique dans le domaine de la big data et data analytics. Farid. Oui. Bonjour, bonjour. Merci d'être là si tôt, après la soirée d'hier. Ok, donc Farid Saadi, je suis Regional System Engineer, donc Pre-Sales Manager pour l'EMC, pour la région Afrique francophone. Je fais partie d'un groupe, on va dire, Dell Technologies, qui comporte aussi 6 autres compagnies, donc notamment VMware, Pivotal, RSA, SecureWorks et de l'EMC et Dell pour tout ce qui est end user device. Donc, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est comment le big data est en train de changer et de driver l'agenda digital, donc la transformation digitale. Comment le business est en train d'utiliser ça et bien sûr quels sont les challenges to overcome. Okay? Et donc en termes de big data, on constate que c'est pas seulement quelque chose qui me permet de générer de nouveaux streams de revenus, mais aussi un avantage compétitif certain. Donc je vais citer cet exemple de Coca-Cola contre Pepsi, où on connaît la guerre éternelle entre les deux. Donc il y a encore des fans dans la salle de Pepsi, d'autres de Coca, donc ça continue. Et Coca-Cola, ils sont intelligents, ils ont utilisé ce qu'ils récoltent comme données sur les distributeurs. Ça, c'est des distributeurs que vous voyez souvent en Amérique du Nord, c'est des distributeurs qui vous permettent aussi de mixer les boissons. Et donc non seulement ils capturent les données sur ce que vous sélectionnez, ce que vous mixez, mais aussi la quantité que vous prenez. Et ça leur a permis d'anticiper de nouveaux produits. Et en Q3 2017, ils ont sorti le Sprite Cherry, sachant que c'est un produit qu'ils anticipent qu'il aura un certain succès parce qu'ils savent déjà ce que les utilisateurs ils veulent. Et donc, le big data, ça leur permet non seulement d'avoir une
plus grande confiance dans ce qu'ils font, mais de gagner un avantage compétitif certain. D'accord? Donc, comment cette transformation digitale, cette révolution 4.0 est en train de nous aider à transformer, bien sûr, la pierre en diamant. C'est chaque révolution introduit un change. Ce change est drivé par l'innovation, par la technologie, d'accord? Et après, chaque innovation, chaque technologie qui est introduite fait bien sûr du disrupt, d'accord? Donc, il y aura certains qui vont prendre le virage, qui vont utiliser cette technologie pour améliorer leur business, pour améliorer les opérations, pour driver un nouveau revenu de business, mais il y a ceux qui ne vont pas le prendre. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un disrupt. C'est parce qu'il y a ceux qui vont savoir s'adapter, d'accord, et ceux qui vont rater le virage. Et si on regarde aujourd'hui par rapport aux leaders, il y a une certaine réticence, il y a une certaine peur de ce qui se fait, parce qu'on voit beaucoup de compagnies, de grosses compagnies, se font voler la vedette par de petits players qui, eux, ils sont agiles, qui arrivent à être digital. Et donc 48%, ils disent qu'ils ne savent pas comment leur business il sera dans 3 ans. Après 70%, ils se sentent menacés par les startups, d'accord, notamment dans le domaine financier, et là où on voit beaucoup de startups. Et après 45%, ils disent avoir peur d'être obsolètes dans 3-5 ans. Et puis 78%, et ça c'est une étude IDG, 78% disent croire que le big data et l'analytics va les aider à comprendre mieux leur business et à innover et à driver leur agenda business. D'accord? Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est certain. Pourquoi? Parce que la première des choses, il faut savoir le plus rapidement. D'accord? Et c'est ça, le big data, et c'est ça l'analytics. Pour derrière réagir plus rapidement et faire ça sur le plus grand scale que je peux. Si je me contente aujourd'hui aux technologies classiques, d'accord, ça ne marchera pas. Et donc aujourd'hui, on a tout ce qui est data analytics, on a tout ce qui est DevOps qui me permet d'être agile. Lorsque je récolte les données, ces données vont permettre de rajouter de nouvelles fonctionnalités, de développer de nouveaux produits, de changer l'experience, le digital experience de mes clients, d'accord, pour bien sûr les garder et pour améliorer leur vécu. Et derrière, le cloud, les technologies cloud me permettent d'automatiser tout ça. Et on verra après avec les intervenants que les technologies classiques, le serveur physique, les environnements statiques, ça ne me permet pas d'aller rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'on devient un leader de l'industrie. Et si vous voulez, tout ça représente la transformation digitale. Comment je mesure aujourd'hui à quel point je suis relevant pour le client, pour mon industrie? C'est au fait, c'est vrai que les trois sont présentés comme un alignement, mais c'est un cercle, parce que lorsque je crée de nouvelles fonctionnalités, lorsque je développe de nouvelles fonctions, de nouveaux produits, de nouvelles applications, ça me permet de générer plus de données encore à analyser, d'accord? Et je reboote sur l'analytics, ce qui me permet de savoir c'est quoi la tendance, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est next, d'accord? Et ça me permet encore d'améliorer. Et donc, le fait que je sois agile, que je puisse dérouler ce cercle le plus rapidement, ça fait que je sois compétitif dans un monde digital ou pas. Okay? Ça, c'est important. Après, en termes d'analytics spectrum, on peut voir qu'il y a trois niveaux. Il y a tout ce qui est technologie descriptive, tout ce qui est process descriptif. Après, je passe à une étape où je peux formuler des recommandations. Et puis, là où tout le monde veut aller, c'est faire du AI, faire du real time, faire de la réaction très rapide. Là, c'est moins parlant, mais là, ça commence à s'éclaircir. C'est par rapport aux questions auxquelles chaque technologie me permet de répondre. D'accord? Et donc, la première, c'est, elle va me dire qu'est-ce qui s'est passé. Je vais analyser mon historique, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si je passe à la deuxième, c'est que qu'est-ce qui va se passer dans le futur proche par rapport aux données que j'ai. Mais si je suis encore plus performant, je peux dire que je peux encore optimiser. Si je prends la dernière question, c'est que combien de travailleurs, combien d'employés j'avais. Au deuxième niveau, je vais dire combien d'employés je devrais avoir. Mais à la troisième, je vais aller vraiment compétitif et je vais dire pour
chaque période, combien d'employés je dois avoir. Un exemple encore plus parlant, c'est ça, c'est l'analyse de trafic, c'est la région de Silicon Valley. Et donc, si je fais de l'analyse, bien sûr, descriptive, ça me permet de voir dans les 6 mois qui sont passés, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en termes d'accidents. Si je pousse encore la chose, je peux prédire dans les prochaines 2 semaines où sera l'impact, où sera le plus d'accidents. Mais si je suis vraiment réactif, je peux savoir day to day où est-ce que je dois déployer mes patrouilles de police, mes tracks pour, bien sûr, les remorques, tout ce qui est secours, près des points les plus chauds par rapport aux accidents qui peuvent arriver. Et c'est ça où est-ce qu'on veut tous aller aujourd'hui. C'est ça, d'être vraiment réactif par rapport à la demande, par rapport au business. Okay? Le big data, c'est pas seulement des données qui sont big, okay? Mais c'est aussi des données que peut-être je n'arrive pas à traiter avec les moyens traditionnels, c'est-à-dire c'est pas forcément des données qui sont grandes. Donc un PowerPoint de 40 mégas peut être considéré du big data pour une application de mail qui ne peut pas envoyer un mail à plus de 10 mégas. Donc c'est juste le moyen de traitement et après la rapidité avec laquelle je reçois les données. Sachez que sur les expériences atomiques au CERN, une seconde génère quelque chose comme 40 terabytes de données par seconde. Mais leur expérience, c'est seulement quelques secondes. Et donc, s'ils font plusieurs par jour, imaginez le nombre, imaginez la rapidité avec laquelle les données elles viennent, et la technologie doit permettre d'analyser tout ça. Et on peut aussi le trouver dans des parties du monde où on ne pense pas, parce que le ski, qu'est-ce que la digital transformation a à voir avec le ski? Et ça, c'est un exemple pour Squaw Valley, c'est à Tahoe, c'est à côté de Silicon Valley. Et ils sont compétitifs, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à donner une expérience digitale au ski. Et là, je peux savoir où sont mes amis sur la piste de ski, je peux savoir quelles sont les pistes qui sont les plus remplies, qui sont les moins remplies, où est-ce que je dois, ça m'évite les bouchons, et je peux même savoir quel est le téléphérique là, qui fait remonter le plus chargé, le moins chargé, et combien sera mon attente. Et ça change complètement l'expérience de ski. Il y aura moins de congestion dans les pistes, donc l'expérience, elle est digitale. D'accord? Dans un marché qui nous paraît loin de tout ce qui est digital, mais qui est très compétitif. Sachant qu'ils sont à Lake Tahoe, qui est à 4 heures de Silicon Valley. D'accord? Ils doivent attirer des clients qui sont très, 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 très attachés à la technologie. Donc, comment je peux commencer? Donc, la première, c'est d'aligner le business. Parce que l'agenda, c'est le business, ce n'est pas la technologie. La technologie doit générer du business. Okay? Après, il faut identifier des use cases. Parce qu'il y a des gros players comme Facebook qui sont déjà digital. Donc, on n'est pas dans le même stage. Donc, si on commence juste par dire « je veux du big data », ça ne marche pas. Il faut que vous fassiez une analyse, il faut que vous identifiez un ou deux use cases, c'est des quick wins et ça vous permet d'avancer. Et après, il faut une stratégie business. C'est plus de la technologie, il faut que le business soit embarqué dans votre discussion. Et après, un exemple des choses qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le Vision Workshop. Parce qu'aujourd'hui, c'est de l'analyse qui se fait avec du data science. Le data science, si je compte le Maroc, peut-être on peut trouver 100 data scientists. Je donne juste un chiffre, mais je sais qu'il y en a très, 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 très peu. D'accord? Et donc, pas toutes les compagnies peuvent se permettre ça. Et ce qu'ils peuvent faire avec un fournisseur technologique, c'est de s'asseoir, de discuter de ce qu'ils ont, les ambitions business, ce que veut le business, c'est quoi les sources de données, identifier des use cases où je peux vraiment gagner. Et je peux démontrer au business aujourd'hui que je peux apporter de la valeur. Et c'est là où on va se concentrer. Après, comment je vais y aller? Comment je vais y aller, c'est il faut du budget. Il faut bien sûr dégager du budget de tout ce qui a été traditionnel pour le faire sur tout ce qui est digital transformation, tout ce qui est analytique, tout ce qui est big data. La technologie, bien sûr. Mais le challenge, c'est que la scène big data aujourd'hui, c'est ça. C'est tous ces outils, tous ces produits. D'accord? Bonne chance. C'est vraiment complexe. Okay? Et donc, l'architecture est importante. Il faudrait que vous engagez avec des players sur la scène technologique qui vous permettent de simplifier votre design et qui ont quelque chose qui vous
permet de traiter les données structurées et non structurées, de faire du batch ou bien de l'analyse en streaming et derrière d'avoir des services data au niveau enterprise. OK? Tout ça d'une manière simple. Parce que plus vous compliquez, plus vous êtes moins agile. Et là, le jeu, c'est l'agilité. D'accord? Et donc, en termes... Oups. D'accord, là je suis passé sur Oracle. Et donc, en termes de produits, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller sur ce qu'on appelle des plateformes, engineered platforms. Okay? C'est des plateformes qui sont préconstruites pour des use cases bien définis, que ce soit de tout ce qui est native application, tout ce qui est Hadoop, et même on a aujourd'hui du Big Data as a Service. On travaille avec des gens comme Blue Data, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez, qui vous permettent de gérer tous vos produits, toute votre plateforme de manière, on va dire, as a service. Et de faire ça d'une manière, je ne sais pas comment dire en français, containerisée, d'accord, dans un conteneur, et vous affranchir, on va dire, de la technologie cloud qui est derrière. Ça vous permet d'être mobile, agile, et vous n'êtes pas cloisonné chez un fournisseur de cloud ou un autre. Merci. Merci Farid, merci beaucoup d'avoir respecté le temps, je vous remercie. Donc vous aurez le temps tout à l'heure de poser toutes vos questions à Farid. Et puis sans plus tarder, je vais donner le floor à Emile Moudin de Oracle, qui va nous parler d'une thématique. En fait, ce que j'ai apprécié dans sa première slide, c'est Data is the oil. Et donc, c'est sa devise, j'imagine c'est la devise d'Oracle. Et donc, il va nous illustrer à travers des études de cas comment est-ce qu'ils aident justement les entreprises à créer de la valeur, principalement selon cet axe stratégique. Je le laisse vous faire découvrir ces axes stratégiques. Merci. Merci, Int. Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour discuter ce domaine extrêmement précieux. Précieux pour moi parce que, effectivement, comme Hind a expliqué, la data aujourd'hui est considérée par plusieurs comme le pétrole du 21e siècle. C'est une ressource qui est précieuse, qui est demandée, mais la différence entre la data et le pétrole, c'est que la data, elle est infinie. Elle grandit tous les jours. Et puis, plus vous analysez la data, plus vous créez de l'information. Cette information, c'est de la data que vous stockez, et ainsi de suite. Donc, c'est une ressource vraiment spéciale. Et d'autre part, vous, comme entreprise, vous avez déjà l'information en place dans vos systèmes d'information. Ce n'est pas une ressource que vous allez acheter, elle est déjà là. Donc, la différence, le cheval de bataille aujourd'hui, entre les grandes sociétés, mais aussi entre les pays, c'est la capacité de changer la data en information sur laquelle vous pouvez vous baser pour augmenter votre capacité de décision. Donc, c'est vraiment devenu une source de compétitivité. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est des cas concrets d'entreprises comme les vôtres, avec lesquelles on a travaillé pour créer des stratégies Big Data. Donc, le premier exemple, c'est celui nous parvient du secteur bancaire. Est-ce qu'on a ici des représentants du secteur bancaire, par exemple? Non, pas mal. Donc, la CaixaBank, c'est la plus grande banque espagnole. Donc, ils ont commencé leur Big Data Journey en brisant tous les silos. Donc, les silos de data que vous avez dans les systèmes d'information, ils les ont brisés. Donc, ils ont créé une plateforme commune dans laquelle toutes les informations se convergent. Et de cette manière, ils ont créé un vrai profil à 360 degrés de leurs clients. Ce profil utilise des algorithmes, pour ne pas rentrer dans les détails, de machine learning, qui modélisent le client en façon continue, en termes de style de vie, en termes de préférence de contenu, en termes de risque que ce client passe vers la compétition, vers le compétiteur, la banque compétitrice. Et donc, ce profil est utilisé pour augmenter la capacité de décision des équipes de vente. Donc, les équipes de vente utilisent cette ressource pour recommander aux clients le package exact et le prix exact pour augmenter la chance que le client achète ce package. De la même manière, les équipes support l'utilisent pour approcher les clients à haut risque d'attrition. Donc, cette stratégie a été intéressante parce que la banque a généré un chiffre d'affaires de 50% de plus pendant la première année de la mise en production de ce use case. Donc là, c'est un premier use case du secteur bancaire
où la big data a on va dire, un bénéfice en termes d'efficacité marketing et sales. Le deuxième exemple nous parvient des télécoms. Donc les télécoms, Telefonica, c'est un grand opérateur multinational. Eux aussi, ils ont commencé leur journée Big Data en créant une plateforme commune. Et l'un des cas les plus intéressants, c'est leur moteur de recommandation. Donc ils offrent une TV à la demande, vidéo on demand, à travers la box. Ils ont créé un moteur de recommandation qui recommande le bon produit, le bon contenu, le bon prix à chacun client. Chaque client voit un menu différent sur leur offre TV. Donc ça a commencé comme ça, en analysant l'information du client, comment il interagit avec la télé, etc. Mais en fin de compte, ils ont monétisé cette information avec des partenaires externes. Donc les partenaires externes, comme les créateurs de contenu ou les advertiseurs, les promoteurs, ils achètent l'information de Telefonica et peuvent directement targeter les clients sur leur télé avec le contenu exact qui leur intéresse. Et le client peut utiliser sa télécommande pour acheter le produit pendant l'émission. Donc c'est du ciblé qui a commencé comme un use case interne, mais qui a été monétisé en externe. Ce cas de figure a généré 100 millions d'euros de revenus additionnels. Donc, c'était un projet de 3 personnes qui ont travaillé sur 3 mois pour tester, créer, modéliser l'algorithme et le mettre en production. Comme quoi, le retour sur investissement du big data peut être extrêmement élevé. En ce qui concerne le secteur des ressources humaines, on a Randstad, un grand groupe français de services RH, recrutement, training, placement, etc. Eux, ils ont utilisé Big Data pour changer le modèle classique de recrutement qui est matching un CV avec des offres. Donc, ils ont cartographié toute la donnée qu'ils ont en termes de CV, d'offres d'emploi, etc. Et ils proposent des services à valeur ajoutée pour les entreprises. C'est-à-dire, une entreprise qui veut s'installer dans une région X, en France, peut utiliser l'analyse de Randstad pour savoir exactement quel est le pool de candidats disponibles et est-ce qu'ils sont prisés par la compétition. Et l'analytics aussi leur fournit une liste de candidats qui maximise la chance que ces candidats soient embauchés et qu'ils ne quittent pas l'entreprise. Donc ça diminue le risque d'embaucher les mauvaises personnes, on va dire. Et d'autre part, pour les candidats, au lieu de soumettre leur CV, ils soumettent le CV, mais l'algorithme leur donne les entreprises avec lesquelles ils peuvent avoir le maximum de chances d'être embauchés, mais aussi les skills et la formation qu'ils doivent avoir pour avoir la chance d'être embauchés. Donc, c'est des services à valeur ajoutée. D'une part, ça leur a permis de se distinguer, mais aussi en termes d'embauche, ils ont aussi aidé le gouvernement français à réduire le taux de chômage dans les secteurs d'activité où ils sont actifs. Dans les domaines de l'assurance, mais qui est aussi, on va dire, un peu similaire aux des banques, c'est plutôt les aspects de fraude qui intéressent. Donc là, on a travaillé avec NHS, c'est National Healthcare Services, en Grande-Bretagne. C'est l'organisme public qui fournit les soins et qui fournit aussi l'assurance maladie universelle, qui est gratuite pour les 65 millions de citoyens britanniques. Donc pour eux, ils ont créé un data lab. Donc c'est un laboratoire où ils convergent toutes les datas internes, mais aussi externes, pour explorer les patterns de fraude. Donc ce qu'ils ont fait, on a utilisé par exemple des sources de données externes comme les forums de discussion, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens se disent sur les forums de discussion en termes de nouvelles combines, comment duper le système en termes d'assurance. Donc là, on fait du streaming, on collecte les données à tout moment et on distingue les nouveaux patterns de fraude qu'on passe aux équipes responsables pour être prêtes et pour changer leur modèle de prévention. Mais aussi en détectant les anomalies dans la data. En utilisant des process de anomaly detection, on peut détecter des déclarations frauduleuses, des numéros d'assurance qui sont factices, etc. Donc,
En même temps, analysant les données externes et internes pour combattre la fraude. Ils ont fini par sauver, on va dire, 750 millions de livres sterling, qui est un budget qui est colossal, qui peut changer toute l'orientation d'un secteur donné. Donc, et ça aussi, pour moi, c'était intéressant parce que on peut voir que la fraude, c'est un truc, c'est un phénomène universel et non pas seulement un fléau qui touche l'Afrique. Et le dernier cas, c'est celui de la production Airbus, que vous connaissez tous. Pour eux, l'objectif était d'optimiser la chaîne de production. Comme toute industrie, si vous appartenez à des industries qui produisent, donc l'optimisation des process est importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour mettre en production un appareil comme le A320, Airbus a besoin de 6000 heures de tests en vol. Chaque test en vol génère 2 térabytes de données, captées par 7000 sensors IoT. Donc, pour analyser toutes ces données, trouver les anomalies et planifier le prochain vol de test, c'est un processus qui est très demandant. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est de collecter toutes ces données pendant les tests de vol, les mettre à la disposition des équipes. Une fois l'avion atterri, ils ont déjà l'information en main, ils peuvent l'analyser, ils peuvent détecter les erreurs et planifier le prochain vol. Donc, en fin de compte, ils ont réduit tout le processus de test de 30%. Donc, si on considère pour Airbus, ils ont un carnet de commandes de 5000 avions d'ici 2021. Donc, 30% de réduction leur permet d'être plus compétitifs et rapides pour être sur le marché. Donc, si le temps n'était pas compté, j'aurais pu discuter d'autres cas, mais s'il y a 3 choses à retenir, la première, c'est que la data, c'est une ressource précieuse. 2, la data, elle existe déjà dans vos systèmes, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Et si vous passez un petit peu de temps à l'analyser, peut-être vous serez la prochaine entreprise avec les 100 millions de bénéfices comme use case. Merci beaucoup de votre attention. Merci Amin. Là, on va enchaîner avec Farid et Amin. On a vu plusieurs cas d'utilisation et de génération de business value dans plusieurs domaines. Avec Jamel, on va faire plus le focus dans le domaine bancaire, plus précisément au niveau de la Banque centrale populaire et comment ils ont utilisé justement la big data pour, comme l'a si bien dit Amin, la détection des fraudes et limiter un peu. Dans votre cas, c'est plus pas la corruption, mais c'est plus le blanchiment des capitaux. Effectivement. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Tate Jamel de la Banque centrale populaire. Je pilote le programme de transformation digitale au sein de la banque. Contrairement à mes collègues, je ne suis pas vraiment l'expert en big data. Donc, il faut être indulgent quelque part. Mais j'ai participé en tant que product owner pour le développement de pas mal d'usages en termes de big data au sein de la banque. Je rappelle un point très important, la banque, donc, comme a dit mon collègue, donc effectivement dispose de beaucoup de données par rapport à ses clients. La banque elle génère beaucoup d'interactions avec ses clients. On peut parler déjà de 2 millions d'interactions par jour initiées par le client. Donc on n'a pas dans un premier temps besoin d'aller chercher la data à l'extérieur au niveau des réseaux sociaux. On dispose de suffisamment d'informations en interne justement pour pouvoir l'explorer et dégager du sens à travers ces datas. L'usage de la big data au niveau de la banque, c'est des choses pratiquement qu'on fait au quotidien. Donc, on le fait pour donner du sens à un certain nombre de phénomènes. Pourquoi on a un nombre aussi important de déperditions? Pourquoi on a un nombre aussi important d'achats ou bien de remboursements anticipés de crédit? Pourquoi on a une certaine inactivité sur un certain nombre de canaux? Donc, c'est plusieurs usages qu'on a développés au sein de la banque. Mais j'ai choisi pour vous 3 usages qu'on va dérouler tout à l'heure, qui ont vraiment marqué l'histoire de notre histoire avec la big data. Donc, le premier usage, c'est justement l'amélioration des dispositifs antifraude, et je parle de la fraude monétique. Donc, comme vous savez tous, la fraude monétique, c'est un phénomène inévitable auquel toutes les banques sont confrontées. Et malgré toutes les mesures qu'on a prises, mesures techniques, je parle, en termes de sécurisation de la carte, en termes
d'adoption de codes d'achat sur Internet, d'adoption de Trade Secure. Donc, on ne va pas être prévenu contre des tentatives de fraude. Je rappelle rapidement quelques éléments de contexte par rapport à la fraude. Donc, il y a une croissance continue de l'activité monétique, mais qui est accompagnée d'une croissance plus accentuée de la fraude. La perte liée à la fraude monétique en 2016, elle a été estimée à 22 milliards de dollars, avec une progression par rapport à 2015 de 4,4%, contre un chiffre d'affaires de 31 millions de milliards de dollars. Donc, en pourcentage, pour retenir un chiffre, pour 100 dollars de chiffre d'affaires, il y a pratiquement 7 cents de fraude. Au niveau Maroc, donc, le marché de la monétique, donc, il dégage 229 milliards de dirhams. Donc, on devient quand même un marché qui intéresse les fraudeurs. Donc, dégager même 0,05% de fraude par rapport à 229 milliards, donc ça commence à être intéressant pour les fraudeurs. Et le dernier élément de contexte, c'est que les fraudeurs, donc, ils sont très ingénieux. Malgré tous les dispositifs qu'on met tous les jours, donc, ils sont aussi ingénieux justement pour pouvoir adapter leurs techniques de fraude et pour pouvoir bypasser à chaque fois donc, les dispositifs qu'on met pour sécuriser notre monétique. En termes d'enjeux, on est la Banque populaire, donc on a un engagement fort justement pour participer, pour contribuer à l'inclusion financière au niveau du pays. Et ça, donc, on le fait principalement avec le levier de la monétique. Donc, on doit promouvoir justement ce canal de monétique et on doit équiper nos clients par des cartes monétiques. Le client, il devient également donc, plus exigeant et préfère des solutions simples et sécurisées. Je ne peux pas me permettre de donner au client une carte et de lui donner une clé pour justement activer la carte à chaque fois qu'il veut l'utiliser. Donc le client veut disposer de services simples mais sécurisés à la fois. Bien sûr, en traitant cette activité monétique, donc on n'est pas prévenu contre des risques de perte de clients victimes de fraude. Donc, si jamais un client il a été victime d'une fraude, donc on doit être aussi réactif justement pour pouvoir régulariser sa situation. Il y a un risque d'image donc qu'on peut courir. Il y a également des risques financiers. Donc, tout ça nous mène justement à s'orienter vers la solution magique qui est la Big Data justement pour pouvoir adresser cette problématique. D'où la nécessité de mettre en place un modèle analytique pour optimiser ce qu'on fait actuellement, donc pour optimiser les règles de détection de la fraude monétique, mais également de passer d'un système qui détecte à un système qui prévoit. Donc au lieu de détecter la fraude une fois elle est faite, donc ce système de Big Data, il va nous permettre justement de prédire les éventuelles fraudes avant même qu'ils se passent. Donc on a pu faire ça à travers un certain niveau de maturité. Donc il y a tout ce qui est avant 2014, tout ce qui est entre 2015 et 2017 et tout ce qui est après 2018. Donc avant 2014, on était sur des modèles vraiment, je vais dire, artisanaux, dans le sens où, donc, pour détecter la fraude, donc, on utilise un certain nombre de règles statiques. Il n'y avait pas de l'intelligence. Donc, il y avait des experts dans le domaine qui imaginent, donc, au fur et à mesure qu'ils rencontrent des cas, ils imaginent des cas qui peuvent être forcément de la fraude. Ce modèle, donc, il a des limites quand même. Donc, il ne peut gérer que des comportements homogènes. Donc, si j'applique une règle, il va s'appliquer sur tous les clients. Et je risque justement de dégager ou bien de générer de fausses alertes. Il ne permet de gérer que de la fraude qui est connue. Donc, tout ce qui est fraude inconnue, donc, ça va bypasser ce système. Donc, parce qu'il se base sur des règles statiques qui sont déjà prédéfinies. Comme je viens de le dire, donc, c'est beaucoup plus de la détection que de la prévention. Et il y a beaucoup de faux positifs. Donc ce système, puisqu'il adresse la problématique par rapport à tous les profils clients, donc il risque de générer des fausses alertes. Donc je risque, en appliquant une règle statique, justement, de générer une alerte. Et lorsque j'appelle le client pour confirmer, il me dit non, c'est une opération tout à fait normale. Et il n'y a pas d'apprentissage manuel. Donc à chaque fois qu'on détecte un nouveau cas de fraude, il faut que l'expert, justement, le détecte pour l'exprimer sous forme de règles, justement, pour pouvoir enrichir le modèle de règles expertes. À partir de 2015, donc, on a passé de ce modèle plus ou moins qui se base
sur la règle statique à un modèle plus intelligent qui se base sur la data. Et l'idée justement, donc, c'est d'analyser donc, une certaine profondeur d'utilisation de la carte. Donc on a pris 2 ans d'utilisation pratiquement. Et on a collecté toutes les données justement autour de cette activité monétique, parfois même au-delà de l'activité monétique, pour justement dégager des profils d'usage. Donc par rapport à cette profondeur d'utilisation, on a essayé de dégager un certain nombre de profils ou bien de comportements clients. Et par rapport à chaque profil, donc, on a essayé de dégager quelles sont les variables qui caractérisent ce comportement. Donc, après avoir justement fait ce profilage, lorsque le système capte une nouvelle transaction, donc une transaction entrante pour demander par exemple une autorisation, donc le système, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il essaie de donner un petit score à cette nouvelle transaction. Il essaie de le rapprocher par rapport aux différents segments qui ont été déjà profilisés. Si la distance entre le score qui vient d'être calculé en temps réel elle est proche justement du nuage du segment en question, donc on décide que c'est une opération très normale. Et lorsque la distance dépasse un certain seuil qu'on a défini, donc il s'agit là d'une opération douteuse qu'on doit bloquer ou bien qu'on doit soumettre à décision. Donc, les avantages de ce modèle, justement, c'est qu'il peut adresser des comportements hétérogènes. Donc, on passe d'un système qui ne sait traiter qu'un seul profil à un système qui sait traiter plusieurs profils. Donc, clients, je rappelle dans ce sens qu'on est quand même 5 millions de clients avec pratiquement 4,5 millions de cartes. Ce modèle également, il nous a permis de gérer la fraude inconnue. Donc, en plus des règles connues qu'on matérialise sous forme de règles statiques, donc, ce système nous permet justement de détecter les règles inconnues et donc déduire justement les règles statiques qu'il faut appliquer sur le modèle statique. Donc on passe du coup d'un dispositif de détection à un dispositif donc de prévention. On a réduit par la même occasion donc les faux positifs, donc les fausses alertes qu'on génère à travers le premier modèle, donc via cette intelligence continue, donc on génère moins de fausses alertes. Et le système, il permet également un apprentissage automatique dans la mesure où, donc à chaque fois qu'il y a une transaction qu'on la score par rapport à ses attributs, donc on met à jour en temps réel le profil en question. Donc c'est des choses qu'on a expérimentées mais qu'on n'a pas pu justement déployer parce que le fait de mettre à jour en temps réel le profil, sachant qu'on reçoit pratiquement 400 000 autorisations par jour, ça demande de la puissance bien comme il faut. Donc, c'est des choses qu'on a expérimentées, mais qu'on n'a pas pu déployer sur le terrain. Donc, cette mise à jour des profils, pour l'instant, on ne la fait pas en temps réel, mais on la fait de manière récurrente. Donc, à chaque fois, on refait le modèle, donc on attaque l'historique pour réactualiser les modèles en termes de comportement. Et les choses qu'on est en train d'intégrer par rapport à ce modèle de Big Data qu'on a commencé à développer en 2015, c'est tout simplement un enrichissement de modèle en intégrant des données externes ou bien des données non structurées. Le premier cas, c'est l'exploitation des photos qu'on capte sur les GAB. Donc, on va commencer justement à les exploiter. Le recours aux données externes qui émanent des réseaux sociaux. Le recours également à des outils d'analyse des liens entre des Facebookers et entre des employés à l'interne, justement, pour pouvoir détecter la fraude également interne. Et on est en train d'expérimenter des outils justement pour pouvoir analyser la voix d'un client lorsqu'on est en appel avec lui, justement pour pouvoir détecter son sentiment de sincérité. Donc, retour d'expérience par rapport à ce premier use case, c'est qu'on a pu, à travers justement cette modélisation data analytics, de réduire les faux positifs et de réduire également les revues manuelles donc, qui ont été opérées à chaque fois par les responsables de la fraude. On passe d'une approche réactive à une approche proactive. Donc 80% des cas sont détectés par ce nouveau dispositif. Par conséquent, on réduit le chargeback, on réduit le coût de gestion opérationnelle de la fraude. Et ça nous a permis également, donc, du moment qu'il s'agit d'un dispositif assez rassurant, donc ça nous a permis également de négocier les primes justement qu'on paye aux assurances pour pouvoir assurer cette activité. Également, donc, on a pu regagner la confiance des clients. Je rappelle dans ce sens que 80% des clients qui ont été victimes de cas de fraude
et il revient à l'usage de leur carte au bout de 5 jours. Donc, même s'ils étaient victimes d'une opération de fraude, donc ils n'ont pas perdu la confiance par rapport à cet usage, donc ils réutilisent leur carte au bout de 5 jours. Et par la même occasion, donc, on a pu développer donc, nos compétences en interne par rapport à l'usage de la big data. Ça, c'était le premier usage, qui est de l'ordre du risk management. On passe à un autre usage, donc on va changer d'orientation. Ça va adresser un aspect purement commercial lié à la segmentation des points de vente. Je rappelle à ce titre que la BP, donc, c'est un réseau pratiquement de 1500 agences. Et à un certain moment, donc, on est devenu très... Un problème de temps. Donc, on a rodé ce processus au point que ouvrir une agence, c'est devenu chez nous appuyer sur un bouton. Donc, on maîtrise le processus de bout en bout. Donc, en termes de local, en termes d'équipement matériel, en termes d'équipement en infrastructure informatique, en termes de recrutement. Et la situation, c'était qu'on est devenu face à des agences par ce standard. Il n'y a aucune différence entre une agence au niveau de Casablanca et une agence au niveau d'un patelin. Donc, je reviens aux éléments de contexte. Donc, la méthode de classification et de différenciation des points de vente chez nous est se baser sur des indices reflétant le stock, nombre de clients, nombre d'encours, etc., etc. Les critères qu'on utilisait pour segmenter ces points de vente, ils étaient décorrélés de la réalité du terrain en termes d'indicateurs de géomarketing. Et justement, c'est ce que j'ai dit en introduction. Donc, on s'est retrouvé en fin de compte avec 1500 agences qui ressemblent toutes. Donc, c'est les mêmes agences en termes de superficie, en termes d'équipement, en termes d'effectifs, etc., etc. Et justement, notre objectif à travers l'usage de cette big data, c'est d'adopter une segmentation orientée potentiel commercial. Donc, je peux, par rapport à un besoin précis, ouvrir une agence qui fait 40 mètres au lieu d'ouvrir une agence de 120 mètres parce que ça ne sert à rien et ça va dégager le même résultat. On veut arriver à définir des KPI opérationnels par typologie de point de vente. Donc, on doit être à un certain moment capable de rendre plus ou moins la démarche de définition des objectifs par rapport à la point de vente une démarche scientifique. Donc, il n'y a pas lieu de négocier des choses irrationnelles. Donc, ça doit devenir des choses rationnelles sur la base d'un certain nombre de KPI opérationnels. Et également, donc, ça rappelle le parcours client au niveau de l'agence, adopter des nouvelles structures architecturales pour une meilleure expérience client. Et justement, encore une fois, donc, on a eu recours à la big data. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Par rapport à notre réseau de 1500 agences, donc, on a pris 1000 agences. Pourquoi 1000 agences? Parce qu'il fallait à un certain moment choisir les agences qui ont une profondeur historique. Donc, qui ont plus de 3 ans, justement, pour pouvoir avoir de la data qui a du sens. Donc, on a pris 1000 agences. Donc, en plus des indicateurs intrinsèques en termes de portefeuille client, en termes d'encours crédit, en termes d'équipement, etc., on a intégré des données externes sur le capital humain, donc à savoir l'effectif, le plan de carrière de l'effectif, la formation du personnel de l'agence. On a intégré également l'implantation du champ concurrentiel dans les zones de chalandise de l'agence. Et on a contextualisé l'ensemble des agences dans des cartes d'identité. Pardon. Donc l'idée, après avoir justement adressé les 1000 agences avec l'ensemble des attributs, on est sorti avec un modèle, donc on a pu segmenter notre réseau d'agences en 5 grandes familles. Et par rapport à chaque famille, donc, il est caractérisé par un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être le nombre de clients, qui peuvent être le revenu moyen des clients, qui peuvent être l'ancienneté du personnel de l'agence, qui peuvent être plusieurs choses. Et on a commencé justement, à travers cette carte du réseau, de se dire, j'ai une agence A qui est dans le même segment de l'agence B, et l'agence B dégage donc un résultat plus important que l'agence A. Donc, il faut se poser des questions par rapport à ces différences de rentabilisation, sachant qu'elle appartient au même segment. Donc, on est arrivé à pouvoir identifier quels sont les leviers justement qu'il faut actionner pour que l'agence A, qui appartient au même profil de l'agence B, dégage le même résultat.
Donc, retour d'expérience rapidement. Je sais que Hind, donc, donc, retour d'expérience, c'est qu'on a pu visualiser à travers cette carte la performance d'une agence pour pouvoir la comparer avec une agence de même type et pouvoir justement actionner les leviers sur lesquels il faut travailler pour la rendre plus ou moins normale. On a maintenant des outils pour définir les objectifs de chaque agence en fonction de ce profil. Donc, je ne vais pas demander à une agence d'ouvrir 100 comptes comme ça. Donc, ça devient une démarche vraiment scientifique. Et par rapport justement à une agence qui sort du lot, donc, je vais schématiser par une sorte de table de mixage. Donc, on a un ensemble justement de leviers sur lesquels il faut actionner pour générer donc, une bonne qualité de son, donc, justement pour pouvoir mettre l'agence au bon niveau de performance. Et le dernier point, c'est qu'on a, en termes de négociation avec la force de vente, ce n'est pas des forcing que peut appliquer la Banque centrale par rapport à ces agences, par rapport à ces banques régionales. C'est des échanges, c'est des règles qui sont scientifiques. Donc, vous appartenez à tel segment d'agence, vous avez trois agents au niveau de l'agence, vous êtes à Casablanca, vous devez réaliser tel objectif. Donc, c'est des choses qui sont devenues plus ou moins industrialisées. Le troisième usage, c'est par rapport à la liste... Jamel, si tu permets, en 1 minute, pour laisser vraiment... si vous voulez, donc, le troisième usage, il ressemble beaucoup au premier usage. C'est encore fait du risk management. Et on a déroulé exactement la même démarche. Donc, je zappe la partie contexte. On a déroulé la même démarche. Donc, on était sur un modèle, justement, également, encore une fois, de règles statiques, donc, à travers lesquelles il y avait beaucoup de faux positifs. Donc, on détecte, mais ça peut... Donc, il s'agissait pratiquement de 95% de fausses alertes pour, justement, pour passer à un modèle, grâce à la Big Data, un modèle, donc on a modélisé ces informations qu'on capte justement pour pouvoir être plus précis en termes de génération d'alertes. Voilà, donc, un retour d'expérience rapidement. De la même manière, donc, on a pu réduire les faux positifs en termes de détection des blanchiments de capitaux. On a pu prioriser les alertes les plus importantes pour pouvoir justement les traiter et les déclarer aux autorités compétentes. On a pu identifier les modèles comportement complexes. On commence à apprendre et à s'adapter au nouveau schéma de blanchiment et on commence justement à intégrer même les données non structurées au niveau de ce modèle d'analyse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Donc, on aura le temps après de poser des questions plus en détail par rapport à Jamel. Alors, sans plus tarder, on va laisser donc la place à Mohsin. Et là, il va vraiment nous transporter dans un autre domaine. En tout cas, moi, quand j'étais en train de lui parler, il m'a fait vraiment voyager. Et il m'a passé c'est contagieux, hein, la passion par rapport au domaine de l'agriculture, qui malheureusement est oublié des technologies. Et pourtant, l'agriculture, c'est un des piliers de notre économie marocaine et c'est un des chantiers majeurs, n'est-ce pas, de la stratégie de développement marocain. Alors pour Amin, c'était Data is the oil. Et pour Mohsin, Data is the fertilizer. Et donc, sans plus attarder, il va nous parler de Smart Agriculture. Allez-y. Merci beaucoup, Hind. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et bon, c'est d'autant plus un plaisir que j'ai pu rencontrer des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas rencontrés. C'est un peu difficile de parler entre Jamel et Oussama et après Farid et Amin. Mais je vais essayer quand même de vous parler un peu d'agriculture. Alors ça peut paraître un peu out of scope, un peu différent par rapport à ce qui est passé. Des domaines comme la banque, comme l'assurance, comme les télécoms sont de grands consommateurs de systèmes d'information et on aurait tendance à croire que l'agriculture est un domaine qui est un peu à l'écart de toute cette transformation technologique. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que souvent on parle de Smart Agriculture. Tout à l'heure, on en a discuté. Pour moi, Smart Agriculture, c'est un pléonasme. C'est une répétition inutile parce que l'agriculture est fondamentalement, foncièrement, structurellement intelligente. Et la personne la plus intelligente que je connaisse, c'est mon grand-père, qui était un agriculteur et qui est passé une centaine d'années à faire de l'agriculture. C'est quelqu'un qui a énormément d'intelligence, même s'il est illettré.
Et donc, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, et quand on parle de données, bah, souvent, l'agriculture peut nous apprendre des choses très intéressantes. Alors, je voulais commencer par une vidéo, j'espère qu'elle va fonctionner. As human beings, we are from Earth and will return to it. It's our past and our future. That's why the first and main thing we must preserve and invest in is Earth. We must feed the Earth, which feeds us. Humanity will need to feed 9 billion people by 2050. This is why the first ever job we had on Earth is agriculture. And that's why it is considered as the primary sector. Yes, we need education, health, industry, and services to prosper and improve, but we need agriculture to maintain living on Earth. Fundamentally, the core business in every society value chain is composed of agriculture, health, and education, as these are the sectors that nourish and maintain our body and mind. All other sectors are supporting activities for those core domains. We think that contributing on the preservation and improvement of these sectors should be the duty of every one of us. Agriculture is largely impacted by climate change and has a huge impact on it. 20% of the phenomenon is attributed to agriculture. Agriculture has evolved in many ways in the last centuries to go from living agriculture to industrialized agriculture to managed agriculture to precision agriculture in the last years. With all the variable parameters in the sectors, all the unknown factors, and all the latent risks, we are heading to a new era of decision agriculture. This era is characterized by the growing importance of decision-making based on data and information. Agriculture was initially a sector that doesn't generate much data, as it was focused on generating crops. Technology was considered as a nice-to-have feature, but was not important, alas, mandatory. Agriculture was relying mainly on mechanicals, then chemicals is now relying more on technologies. Now, data is everywhere in agriculture, and starting from Voilà, donc à travers cette vidéo, ce qu'on a voulu en fait dire, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'un fermier, la donnée est fondamentale. Dans l'agriculture, c'est un domaine qui est très variable, qui est disposé à énormément de... serves the whole agriculture value chain in every possible way. Climate data, telemetry data, satellite and sensors data, price data for input as well as final products, management data, etc. Data is necessary to make better and smarter decisions in order to make agriculture more qualitative, more productive, and respectful of the environment. Data is now considered as the new fuel in petrol. We may consider it as the new fertilizer. Risque, un énormément de facteurs variables. Le climat en est un, mais il y a également tout ce qui est maladie, tout ce qui est ravageur, tout ce qui est lié au prix de la matière première en amont pour les intrants, mais également au prix des produits agricoles. Donc c'est vraiment un domaine qui a besoin de données. Et en fait, le fermier qui est au centre de l'écosystème de l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que le fermier. En amont, il y a les agro-industriels qui produisent les intrants, donc les fertilisants, les pesticides, les semences. Il y a également, bien entendu, des sociétés agroalimentaires en aval qui prennent la production et qui la transforment, mais bien entendu, les agrégateurs, les coopératives, les institutionnels, la banque, l'assurance, tout ça, c'est des acteurs de l'écosystème et de la chaîne de valeur de l'agriculture. Mais le fermier qui est au centre, ce petit agriculteur, ce moyen ou ce grand agriculteur fait face chaque jour à un ensemble de questions. Il se pose des questions sur qu'est-ce qu'il doit mettre, quand est-ce qu'il doit arroser en termes d'irrigation, quel est le climat le plus adéquat pour qu'il puisse mettre son fertilisant, quelle est la dose exacte de fertilisant pour pouvoir assurer en même temps une qualité du produit, mais également une bonne productivité pour la terre, quel est aujourd'hui le niveau de saturation de sa terre et de la plante par rapport à des éléments tels que le N, le P, le K, qui sont les éléments fondamentaux dans les fertilisants. Tout ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux, des données qui sont importantes pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et donc, en fait,
on a conçu une sorte de chaîne de valeur de la donnée dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il faut d'abord capturer ces données de base. Ces données de base, il existe un peu partout. Il existe bien entendu à travers les données climatologiques qui proviennent par exemple de la Direction de météorologie nationale, mais ça provient également de la Terre, puisqu'aujourd'hui il y a des capteurs de l'IoT qui permettent de capturer de l'information sur la Terre. On a de l'information qui provient des imageries satellites, de l'image qui peut être capturée par des drones, et bien entendu de l'information qui est saisie par l'agriculteur lui-même ou par des tiers à travers des applications de gestion notamment. Après avoir capturé ces données doivent être partagées, doivent être échangées. Alors échangées entre agriculteurs, et ça en fait c'est fondamental, parce que quand on parle de big data, l'aspect partage, collaboration autour des données est fondamental. C'est bien de faire une stratégie big data quand on est une banque ou quand on est une assurance, quand on est un opérateur télécom seul, mais c'est encore plus puissant, plus pertinent de la faire ensemble. Et je crois que tout le monde gagne à partager et à échanger de la donnée pour pouvoir produire de l'intelligence beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus pertinente. Et bien entendu, la phase aval, c'est la phase d'analyse de données. Et dans cette chaîne de valeur, il faut noter que, et là, le big data et l'informatique peut apprendre également de l'agriculture, big data is more about farming than it is about hunting. C'est beaucoup plus une discipline qui nécessite du temps. Hunting, c'est la chasse, d'accord? Donc il y a des gens qui vont parler beaucoup de faire des quick wins dans le big data. On doit faire un premier coup et on va. C'est pas de la chasse. C'est pas un coup qu'on envoie et on va capturer de la donnée, de l'intelligence. C'est quelque chose qui doit être encore plus structuré, de la même manière que l'agriculture. En fait, il y a de la patience. Il faut semer les graines de big data et attendre le temps que ça puisse fleurir. Bon, ça, c'est des exemples de données qu'on peut capturer. Il y a énormément de choses. Il faut savoir, par exemple, que dans tout ce qui est capteur, aujourd'hui, on a la capacité de faire des analyses de sol à travers des sondes capacitives. À travers les données satellites, on peut même avoir une idée à travers ce qu'on appelle l'analyse hyperspectrale, on peut avoir une idée sur le NPK, le taux de NPK dans la plante, à partir d'une image satellite haute résolution. Donc aujourd'hui, il y a énormément de données qui existent, mais malheureusement, ces données ne sont pas corrélées, ne sont pas nécessairement partagées, échangées, et ne sont pas dans une logique ouverte. Donc, la donnée peut permettre justement de capitaliser sur le passé, d'optimiser le présent et de maximiser le futur. C'est pour ça qu'on considère que c'est le nouveau fertilisant. Et souvent, quand on parle de ce projet, cette expérience, on parle de big data, flop data. Parce que l'agriculture, effectivement, c'est quelque chose. Donc, on a travaillé sur une plateforme qui a permis, en fait, de consolider l'ensemble de ces données, pas uniquement pour un agriculteur, mais de manière partagée au niveau de l'écosystème, capturer des données à partir des données de management de l'agriculteur sur les farm management systems, mais également de données d'observation qui servent pour l'export, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour produire, bien sûr, de la valeur pour l'agriculteur. Donc, ce qu'on est arrivé à faire, c'est tout simplement de capitaliser sur données pour servir l'agriculteur dans ses décisions principales. Alors, typiquement, parmi les décisions aujourd'hui qui sont prises au travers du système, c'est des décisions qui concernent tout ce qui est traitement phytosanitaire. Aujourd'hui, les traitements phytosanitaires sont importants pour combattre des maladies, des ravageurs, mais sont importants également pour assurer la qualité du produit. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas en faire peu. Aujourd'hui, on a eu au Maroc des cas assez intéressants où il y avait une vraie problématique nationale à cause par exemple, d'un ravageur qui s'appelle la cératite. Les exportations d'agrumes aux États-Unis ont été bloquées pendant 10 mois à cause d'un problème de cératite qui est passé dans un lot qui a été exporté aux États-Unis. Donc, on a développé des solutions qui permettent de prédire la façon avec laquelle ces ravageurs peuvent se développer par région et donc d'anticiper sur les traitements phytosanitaires correspondants et donc éviter d'avoir des catastrophes qui ont coûté énormément aux agriculteurs, notamment d'agrumes, au Maroc pendant une année. Donc c'était 2016 et à un moment donné, les agrumes ont été donnés au bétail dans des régions comme Berkane. Donc il faut savoir que plus on partage ces données, plus on a cette capacité d'être plus compétitif, d'innover en termes de produits, d'avoir une meilleure connaissance des clients, parce que là également, le produit agricole, in fine, va être consommé
par des clients qui vont être des consommateurs, soit des consommateurs directs du produit agricole, soit des consommateurs du produit transformé. Et donc, il faut s'assurer de cette maîtrise, de cette connaissance du client pour pouvoir adapter le produit en amont à l'intérêt et aux attentes du client. Bien entendu, maîtriser les cours, notamment les cours des prix, que ce soit pour les intrants, mais également pour les produits finaux, et savoir à quel moment il faut faire la récolte et à quel moment il faut passer le produit au consommateur, de manière à optimiser aussi bien la valeur pour l'agriculteur que pour le consommateur final. Donc ça, c'est un peu les grandes valeurs ajoutées que peuvent apporter le big data dans le domaine agricole. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est des plateformes qu'on a essayé de développer il y a à peu près 4 ans. Donc on a commencé le projet en 2014. Ce projet a eu un prix à l'international. On a été primé par le Future Agro Challenge en Afrique comme première innovation agricole. Il a été classé parmi les 5 innovations les plus intéressantes au monde à travers le Future Agro Challenge en 2015. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé par certains agriculteurs, pas encore par tous. Donc, et l'effort qu'on est en train de faire, c'est comment travailler en commun, comment dépasser la logique individualiste quand on est agriculteur, mais également quand on est la banque, l'assurance ou l'institutionnel, quand on est également un grand industriel, pour pouvoir partager cette donnée. Donc la donnée, elle est clé, mais la donnée, quand elle est partagée, quand elle est analysée et quand elle est mise à disposition des différents acteurs de l'écosystème, elle est encore plus puissante, elle permet d'avoir de la vraie intelligence. Voilà, merci. Merci Mohsin pour ta passion de l'agriculture. Et sans plus tarder, donc, je laisse la parole à Oussama Berki, donc, qui va nous parler de... Alors, c'est une présentation, cette fois-ci, c'est un tout petit peu différent. Donc, avec Oussama, c'est plus technique. C'est pour cela que j'ai laissé donc, sa présentation donc, en apothéose de tout ce qu'on a vu. Il va nous parler donc, principalement de comment Karim, qui est, et il m'a corrigé, non pas data-driven company, mais plus artificial intelligence driven company. Comment est-ce qu'ils utilisent donc les deux technologies Presto et Spark, donc une open source. Je le laisse nous faire découvrir ces deux technologies disruptives. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va être difficile de garder la barre d'énergie après ces fabuleuses interventions. Je me présente d'abord. Oussama Berki. Donc je suis à la tête du pôle data de Karim, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, data science et ce qu'on appelle data platforms, donc tout ce qui est big data et automatisation de la data science en général. Et qui sommes-nous? Je pense que... Qui connaît Karim ici dans la salle? Pas mal de gens. À la sortie, tout le monde connaîtra. Donc, on est the largest ride-hailing company in the region. On est présent dans plus de 100 villes, dans 15 pays, du Maroc au Pakistan, de la Turquie au Soudan. Et our goal, désolé, en fait, j'ai un peu switché entre anglais et français, j'espère que ça ne vous dérange pas. Notre but, c'est to become the bigger mover of people and things in this region. D'accord? Et comme vous voyez, on a plus de 30 millions d'utilisateurs, plus d'1 million de capitaines. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela génère beaucoup de données. Et ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce qu'au fond, dans le système, il y a encore 100 plus de données qui sont générées tous les jours. On parle de téraoctets de données par jour. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser toutes ces données pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Avant de passer à comment est-ce qu'on utilise la big data pour améliorer l'expérience des utilisateurs, j'aimerais parler très rapidement de la mission de Karim. Et je vais la dire en anglais par peur de transmettre, par faute de traduction, le mauvais message. Donc, our goal, our mission, is to improve and simplify the lives of people and to build an awesome organization that inspires. Inspires through its people, its leaders, inspires through its impact, et aussi inspires through its technology. Et on se voit vraiment comme une vraie tech company qui a été créée dans la région, qui sert la région. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, j'aurai inspiré quelques personnes grâce à la technologie qu'on utilise chez Karim.
quand il s'agit de big data, on utilise beaucoup d'open source. On est vraiment très orienté open source, très orienté cloud et nouvelles technologies. Et j'ai choisi, parce qu'on n'a que 15 minutes c'est court pour parler de tout ce qu'on fait, de parler de 2 technologies qu'on utilise massivement chez Carim. Pour tout ce qui est analytics, c'est-à-dire tout ce qui est BI et dashboarding, tout ce qui est ad hoc analytics, c'est-à-dire toutes les queries qu'on doit faire pour de l'exploration. Pour tout ce qui est federated querying, c'est-à-dire toutes les analyses qu'on doit faire en combinant plusieurs sources de données. Et tout ce qui est interactive analysis, on rely sur du Presto. Et je vais parler un peu plus de détails de Presto et de Spark. Pour tout ce qui est data application, c'est-à-dire que toutes les applications, tous les produits qu'on construit qui sont basés sur de la data au fond, on utilise du Spark. Et là, on parle de tout ce qui est machine learning et intelligence artificielle, on parle de tout ce qui est détection et prévention de fraude, on parle vraiment d'analyses qui sont beaucoup plus avancées que du simple de SQL et qui nécessitent beaucoup de données d'analyse avancées. Et on parle de tous nos ETL et de tous nos moyens de transférer les datas entre une source et une autre, entre un endroit et un autre, pour pouvoir faire de l'analytics après. Quand on parle de Presto et Spark, c'est quoi? D'abord, c'est des technologies qui sont très récentes. Moi, j'ai travaillé avec Spark en 2014 pour la première fois. Et à l'époque, c'était à peine prêt pour être utilisé en production. Donc, on parle vraiment de technologies qui datent de 4 à 5 ans, qui sont très récentes. Presto, il a été open sourcé par Facebook en 2013. Il a commencé à être massivement utilisé par Netflix et par d'autres compagnies à partir de 2014 et 2015. Donc, on parle de technologies qui sont très récentes. Nous, on a commencé à l'implémenter en 2016 chez Carim et on l'utilise pour toutes nos analytics à travers la compagnie. Comment est-ce qu'il est utilisé? C'est très simple, c'est du SQL. C'est du ANSI SQL, c'est comme tout ce que vous connaissez de manière classique, comme du MS SQL ou MySQL, etc. C'est open source, les contributions sont massives, les optimisations dans le core engine continuent d'être implémentées de plus en plus. C'est utilisé par plusieurs compagnies et ça commence à devenir vraiment massif et adopté par la plupart des tech compagnies dans le monde. Spark est différent. Alors Spark, il permet plus de robustness et plus de flexibilité pour vraiment créer des applications en data. Et la particularité de Spark, c'est qu'il y a beaucoup d'interfaces qui permettent d'implémenter des produits. On peut utiliser du Java, du Scala, du Python, du R. Donc c'est vraiment, on peut le embed, l'intégrer dans plusieurs produits en production pour que ce soit du machine learning, de la détection de fraude ou d'autres utilisations. Et c'est open source aussi, les contributions sont massives par la communauté et c'est adapté aussi par la plupart des tech companies. Si on liste les top 100 tech companies in the world, on va sûrement trouver que 99% ils sont en train déjà d'utiliser Spark. J'ai envie de décrire un peu l'architecture qu'on utilise. En fait, on est un peu particulier parce que d'abord, on grossit à une vitesse phénoménale. Carim d'il y a 2 ans n'a rien à voir avec Carim d'aujourd'hui. Le volume de data, les business use cases, le nombre de villes qu'on ouvre est complètement différent et il augmente à une vitesse phénoménale. Donc, même les business KPIs continuent de s'améliorer et de changer à travers le temps. Donc, on n'a même pas en fait le luxe d'utiliser des méthodes de BI classiques et d'implémenter des ETLs pendant un long temps, pendant un long moment, une longue phase d'implémentation, et ces KPIs sont très fixes et rigides pour pouvoir les utiliser dans le business, parce que ces KPIs, au moment où elles sont implémentées, c'est déjà trop tard, elles ont déjà changé. Donc, c'est challenge, donc on a un changement qui est très rapide, on a des KPIs qui changent beaucoup, mais aussi on a un montant énorme de data.
qui vient de nos systèmes, qui vient de nos customers and captains, qui vient de données externes. Et on est, comme on a dit, on est vraiment AI-driven at the core. On utilise beaucoup de machine learning, beaucoup d'intelligence artificielle. Et pour pouvoir pour pouvoir réussir dans tous ces challenges, donc il faut adapter une architecture data qui est un peu différente des architectures classiques. Et cette architecture, elle dépend de ce qu'on appelle une notion de data lake. Un data lake, c'est comme un lac de données où toutes les données dans leur forme native sont jetées. Et à partir de là, on peut créer des applications. Donc on peut faire plein de data science et on peut créer une data warehouse à partir de ce data lake. Et c'est surtout le fait que la richesse des sources de données est telle que c'est important de tout ramener dans un seul endroit afin d'avoir une vision 360 degrés sur nos utilisateurs. Surtout que quand on fait d'autres produits que le ride-hailing, c'est-à-dire du food, du payment, on commence à avoir une vision de l'utilisateur qui est un peu plus large et du coup, c'est très très important d'avoir cette vision 360. Dans les prochains slides, je vais parler de 2 patterns d'architecture qui sont très très importants, qui ont été vraiment enabled thanks to the new technologies. Donc ces patterns architecturaux n'existaient pas il y a 3 ans, 4 ans, parce qu'il n'y avait pas la technologie qui allait avec. Et c'est vraiment des architectures qui permettent de scaler, de scale le monde de la data à un point qui est next level, et qui sont aussi très subtils dans la manière de travailler. Le premier, c'est ce qu'on appelle la séparation entre computation and storage. Donc classiquement, on a un serveur, et dans ce serveur, on store les données. Et dans ce même serveur, on utilise ses capacités, son CPU, sa RAM, etc. pour faire les calculations. Ce système a eu beaucoup de limitations avec le temps parce que quand on a plus de... C'est très difficile de scaler une seule machine verticalement et d'avoir de plus en plus de données dessus, que ce soit en termes de mémoire ou que ce soit en termes de capacité de computation. Du coup, il y a eu le monde Hadoop. Quand Hadoop a été introduit avec le parallel computing, on a commencé à scaler verticalement, horizontalement. En scalant horizontalement, on a permis d'avoir encore de plus en plus de computation power et de plus en plus de storage, et la scalabilité est devenue plus facile. Mais là encore, il y a une limitation. Parce que si on a un seul cluster, un seul set, je ne sais pas comment on dit cluster en français, mais un seul cluster, si on a un seul cluster Hadoop, eh ben on va utiliser ce cluster pour stocker les données dans HDFS par exemple. On va utiliser les mêmes CPU et les mêmes machines pour faire les ETS dans ce cluster. Donc on va avoir besoin d'un cluster encore plus grand pour avoir encore plus de CPU pour faire de l'analyse. Et du coup, on trouve les compagnies qui se retrouvent avec des clusters Hadoop de 1000 ou de 10 000 nodes. Et c'est encore très, très difficile à gérer. Grâce au cloud, on réussit maintenant à faire une complete separation between computation and storage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on store toutes les données. Par exemple, là, j'ai mis un exemple de AWS parce qu'on dit AWS, mais c'est en fait scalable dans n'importe quel cloud system. Donc, on store toutes ces données dans, par exemple, S3, dans un certain format. Il y a plusieurs formats, Parquet, ORC, etc. Pas important. Mais les données sont dans S3 indépendamment de toute computation. Les données sont juste là-bas. Et une fois que les données sont là-bas, on peut créer une infinité de ressources computational, que ce soit du Hadoop, du Presto ou même des applications normales Java ou Python, qui peuvent avoir accès à la même data. Et ils sont complètement indépendantes les unes des autres. Et comme ça, on peut avoir des clusters on demand. On peut vraiment faire du big data as a service, du big data on demand. Parce qu'on peut créer des clusters on the spot, faire nos ETL on the spot et contrôler notre coût. Et par exemple, chez Carim, on n'a pas un cluster à 10 000 nodes parce qu'on a cette architecture qui nous permet vraiment d'être très flexible, de créer des clusters très indépendants par équipe, d'accord, tout en utilisant la même data.
Donc, il n'y a pas de discrepancies entre les équipes. Et en même temps, ça nous permet de scaler une très grande vitesse. Et ça nous permet aussi, donc, ce qui nous permet d'avoir une consistance entre toutes les données, toutes les data sources. Very, very high availability. Par exemple, S3 a été construite par AWS pour avoir accès aux photos que les sites internet utilisent. Donc, c'est vraiment a été créé pour un grand volume d'accès et de write and read. Right? Donc, c'est parfait pour l'utilisation Big Data aussi pour remplacer HDFS. On peut query de différentes sources et ça nous permet d'avoir rien n'est infini, mais en pratique, en théorie, un storage qui est infini et très peu de maintenance. Parce que maintenir un cluster à 10 000 nodes, ce n'est pas la même chose que maintenir un cluster à 100 ou à 20 ou à 50. Le deuxième principe architectural que je voulais partager avec vous est ce qu'on appelle le federated query. D'accord ? Donc, classiquement, on a toujours envie de move data around. On a la donnée dans plusieurs data, dans des key value source, dans du MySQL, dans du Oracle, MSSQL, etc., etc. Et on a toujours envie de créer des ETLs ou des ELTs qui prennent cette data et la mettent quelque part, dans une data warehouse ou dans un data lake, etc. Alors, grâce à de nouvelles technologies, comme par exemple Presto, on n'a plus besoin de faire ça, en fait. On peut accéder à toutes ces données là où elles sont. Donc, we query data where it is. Et on fait des joins. On peut créer une seule query qui join MySQL 1 avec MySQL 2, avec un Redis qui est une key value source, avec S3, etc. Et avoir des données d'une façon très rapide. Pourquoi est-ce que c'est utile? On suppose que dans notre système de production, on vient de créer un nouveau microservice. D'accord? Donc, il y a un nouveau microservice qui a été créé. Et ils ont créé un ticket, une minute, c'est la dernière slide. On a créé un ticket dans l'équipe Big Data pour move the data into the data lake. On n'a pas encore accès à cette data. Pour ne pas bloquer l'équipe et pour qu'ils puissent avoir un impact business à travers de la data d'une manière rapide, ils peuvent en fait join cette data qui est dans ce microservice complètement indépendante avec la data qui existe déjà dans la data lake, avec la data qui est dans un autre microservice, sans impacter vraiment la production et sans attendre que ces ETL soient créés. Et c'est très powerful to be agile and lean and have an impact fast. Donc ça conclut ma présentation. Je serai très heureux de discuter avec vous si vous avez des questions. Et si vous avez besoin d'échanges, mon mail est sur la slide. Merci beaucoup. Merci Oussama, merci. On a le temps, je pense, de prendre 2 ou 3 questions. Allez-y. Monsieur. Je pense qu'il faut le mettre on. Vous pouvez prendre le mien. Bonjour, Medim Saoudan, CDG Capital. En fait, par rapport à l'architecture, justement, donc on a une question. Là, on a vu justement la dernière présentation parler de nouvelles techno plutôt orientées data science pour rendre les données accessibles, mais c'est plus adapté pour une, on va dire, tech company en fait, avec des utilisateurs qui sont plus à l'aise avec ces nouvelles techno. Dans le cas d'une organisation classique, une entreprise normale, est-ce qu'on est obligé d'avoir une architecture classique BI à côté du data lake, ou on commence à avoir des outils de restitution, visualisation, en fait, user-friendly, UX, UI pour ces utilisateurs-là? Et deuxième question, en termes de... Donc on a vu Presto et l'autre Spark, donc on n'a pas tout à fait compris en fait la différence ou la valeur apportée. Donc on a vu le dernier slide, si vous pouvez un petit peu clarifier ça. Merci. Merci pour la question. Alors pour la première question, je pense que c'est vraiment au cas par cas. La différence entre les approches BI classiques et les approches Big Data, c'est le niveau de scalability.
Donc, de un, c'est the incremental cost of adding new data sources or of adding 1 terabyte of data is much smaller using these technologies qu'en utilisant les technologies de BI classiques. Ça rajoute de l'agilité, ça rajoute un coût qui est moindre, ça diminue le coût, et aussi ça enable, ça nous permet de faire des applications data science et machine learning qui sont beaucoup plus difficiles à faire avec du BI classique. Parce que si on prend un data scientist et on le met dans une boîte, il n'a pas envie d'accéder à la data warehouse. Le data scientist va dire, donne-moi, give me the raw data. Donne-moi la data pure dans sa forme la plus pure possible, parce que c'est là où je vais trouver mes lingots d'or. Parce que la data warehouse, c'est vraiment déjà raffiné. C'est des KPIs qui ont été discutés avec le board et qui ont été raffinés avec les années. Mais les nuggets, les golden nuggets sont dans le raw data. Et c'est très difficile avec les technologies de BI classiques d'avoir accès à ça. La deuxième chose, c'est la rapidité avec laquelle l'écosystème évolue. Quand on fait quand je suis avec mes architectes et en design l'architecture future de Carim de la data, la clé, c'est la flexibilité. Parce que la technologie d'aujourd'hui, dans 4 ans, vont être deprecated. Il y aura des choses 100 fois plus puissantes qui vont rajouter. Toutes ces technologies en 4 ans, 5 ans. Donc, c'est comment vraiment ne pas être dépendant d'une technologie particulière. J'ai parlé de Presto Spark, mais dans 4 ans, peut-être qu'ils vont être remplacés avec d'autres choses. Donc, c'est un mindset, en fait. C'est comment être le plus indépendant, le plus flexible et le plus agile possible. Et c'est pour ça que les technologies classiques de BI peuvent devenir un challenge quand il s'agit d'appliquer de la big data, du reinforcement learning, du machine learning, etc. Pour la deuxième question, la différence entre Presto et Spark, peut-être qu'on peut en parler à la fin, parce que c'est un peu plus technique, et on peut prendre d'autres questions. Alors, Farid veut Juste compléter. un commentaire par rapport à BI classique et Big Data. C'est en fait parce qu'on a un cas pratique dans la région. C'est un grand telco, c'est en Algérie, c'est Ooredoo, qui était dans la même réflexion. Ils ont déployé une plateforme Big Data basée sur Greenplum. Et derrière, ils avaient du BI classique et ils pensaient comment faire. Et en fait, ils ont commencé à migrer des choses vers leur plateforme Big Data au fil des temps. Et je crois qu'ils vont décommissionner la partie Data Warehouse classique. Ils avaient juste des problématiques de certains chargements, ils utilisaient du DB-Link et tout ça. Et donc, c'est juste, avec le temps, ils se sont rendus compte, comme l'a dit Oussama, qu'il y a une limite et qu'il faut aller vers la nouvelle vision. Et je crois qu'ils sont en train de décommissionner. Le dernier challenge technique, ils l'ont résolu, je crois, il y a une semaine pour certains workloads. Et ils vont vers du 100%, on va dire, architecture Big Data. Oui, je peux ajouter un commentaire. En fait, le BI et Data Warehouse, il existe dans les grandes entreprises pour une raison. C'est parce que ça fournit une expérience interactive pour le business user. Donc, ça va exister, ça va évoluer. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour le domaine de Data Science, Big Data, on voit une augmentation de la Data Warehouse avec le Data Lake. Donc, le Data Lake vient à côté. On peut y jeter toute forme d'information parce que ce n'est pas structuré, on n'a pas besoin d'un data model. Et ça permet aux data scientists de travailler après, c'est-à-dire créer un modèle après lorsqu'il acquiert la donnée. Mais ce qui se passe encore, c'est que les BI, les outils BI aujourd'hui évoluent pour pouvoir donner aux business users aussi l'accès au data lake et garantir aussi les mêmes fonctionnalités d'interactivité. Ça va rester, on voit que le data warehouse reste, mais elle évolue en termes d'architecture, c'est-à-dire la donnée n'est pas stockée directement dans la base, comme mon collègue a parlé. Donc, on découple la base, le stockage du processing, et ça fournit un service au propre utilisateur. Si c'est un business user, il a besoin d'un modèle gouverné. Si c'est un data scientist, il peut avoir un modèle flexible. Je vous remercie. Une autre question, monsieur. Une question concernant est-ce que
C'est S2M. S2M, oui. Tout à l'heure, on avait pas Oui, votre bien micro, sûr, il c'est faut- pas de S2M. Vous parlez de la fraude, concernant votre système, vous faites, c'est traiter tout ce qui est données structurées, non structurées. Alors, pour stocker et pour analyser, vous utilisez quel type de base de données pour le stockage, seulement pour le stockage. Ma deuxième question, c'est concernant la pré-analyse. Lorsque vous faites l'analyse, alors, les actions que vous faites, est-ce que ça reste toujours de l'analyse pour faire des actions par la suite en termes de back-office, ou c'est du real time, c'est-à-dire des blocages online? Merci pour Merci. les deux questions. Donc, par rapport à la première question, donc, j'ai rappelé donc, en introduction que je ne suis pas l'expert, donc je ne pourrais pas répondre par rapport à la nature de la base de données. Par rapport à votre deuxième question, effectivement, donc, le système, donc, comme il a été modélisé, donc, en fonction de la distance entre le score donc, qui vient d'être attribué à la transaction donc, pour laquelle on est en train de demander une autorisation, et par rapport à son segment d'appartenance, donc, effectivement, donc, le modèle permet de mettre à jour en temps réel le profil adéquat. Mais justement, cette mise à jour temps réel, il nécessite beaucoup de puissance machine pour pouvoir le faire pour les 400 000 transactions au jour. Donc le modèle permet de le faire, mais derrière l'infrastructure, justement, il faut avoir de la puissance machine pour pouvoir le faire en temps réel par rapport aux 400 000 transactions, chose qu'on ne peut pas faire pour l'instant. C'est pour ça que j'ai dit, effectivement, donc, ce travail de modélisation, le modèle permet de le faire en temps réel, mais la capacité machine ne suit pas derrière. Donc, pour l'instant, on le refait de manière récurrente, de manière périodique, donc tous les 6 mois pratiquement. Oui, non. Le back-office, effectivement, donc, par rapport à votre question de back-office, donc comme ce système il a permis justement de réduire les faux positifs, donc déjà l'interaction du back-office elle a diminué. Donc les experts en termes de fraude, donc ils reçoivent beaucoup moins de fausses alertes justement pour pouvoir les dénouer jusqu'à justement réclamer un chargeback ou quelque chose comme ça. Donc la sollicitation, comme j'ai dit en conclusion, donc même le coût de monitoring de la gestion de la fraude, et là, on a pu le diminuer de 30%. Merci. Alors, on a eu une question. Ah oui, monsieur, excusez-moi, monsieur et puis vous. Donc, je pense qu'on va prendre que les deux dernières questions. Ensuite, on laisse pour la plénière. D'accord. Et puis, utiliser l'application mobile. Hein, comme ça, peut-être on va prendre les questions pour la plénière. Alors, avant d'aller à la pause, j'ai deux annonces. On m'a chargé de faire deux annonces concernant deux ateliers qui vont se tenir l'après-midi. Alors, un atelier de MedTech dans la salle Roseraie. Alors, le sujet, ça va être le DSI au cœur de la stratégie d'innovation. Donc, alors, les deux ateliers, c'est de 3h à 16h30. Et un deuxième atelier de Dell, c'est dans la salle Orangerie. Alors, le sujet, c'est les stratégies multi-cloud de Dell. Public, privé, sur site, hors site. Comment faire son choix. Et pour vous allécher un peu, il y a des tombolas, donc des ordis, des téléphones. Donc soyez nombreux, soyez présents à ces ateliers. Je vous remercie, puis on se retrouve pour les gens qui ont encore des questions. On se retrouve à la plénière. Merci beaucoup.